donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. On parle de nos jeunes. Tu veux nous parler des jeunes? Là, on va avoir JE ce soir qui va nous parler de violence dans les écoles. Moi, j'ai vu des extraits, puis les gens qui ont fait des documentaires là, m'ont parlé un peu de leur reportage. C'est pas beau. Puis de l'autre côté, il y a l'anxiété des jeunes. Exactement. Puis je trouvais qu'il y avait des liens entre tout ça, surtout après la semaine qu'on a vécue, où je pense que l'état santé mentale de nos jeunes, il faut s'en occuper, il faut que ça nous intéresse. Et surtout qu'il y a plusieurs éléments, tu vois. Je mélangeais un peu certaines choses. Je trouve que je liais plusieurs choses, dont cette grande étude, je commencerai par ça, une grande étude qui a été faite auprès de 18 000 Québécois de 12 à 25 ans, provenant de 64 écoles, cégep, universités, un peu partout au Québec. Donc, c'est beaucoup de monde, là. 18 000 jeunes. Tu as un bon portrait. Là. Tu commences à dire, on couvre large. Et on leur a posé des questions sur leur santé mentale, sur leurs idées noires et tout. Ce qui ressort de là, c'est qu'évidemment, il y avait avant la pandémie, après la pandémie. On sait tous que la pandémie a eu un impact sur notre santé mentale. Je pense que ça, c'est acquis, on le sait. Sur les jeunes, toutefois, ça a eu un grand impact. Et là, on est capable de le mesurer. On dit qu'il y a plus de la moitié des jeunes québécoises, donc des jeunes filles, qui souffrent d'anxiété ou de dépression, ou les deux. Également les garçons. On savait que les filles allaient pas bien déjà. C'est même la docteure Mélissa Généreux, là, qui est de la santé publique de l'Estrie, qui le dit. On le savait que les filles allaient pas bien. Ça fait plusieurs années qu'on dit que nos filles vont pas bien. Moi, je le dis souvent, parce qu'à chaque fois qu'on parle de santé mentale des jeunes, on dit souvent, oui, mais surtout les garçons. Et moi, qui est maman de 2 filles, j'ai souvent rajouté dans les entrevues que j'ai eu l'occasion de faire au cours des années, oui, mais les filles aussi. C'est quand on parle de décrochage, oui, les garçons décrochent, mais les filles de plus en plus. Et en matière de santé mentale, l'état mental des filles est beaucoup plus inquiétant que celui des garçons. Et cette étude-là le confirme. Il y a peut-être une lumière, si tu veux, au bout de ce tunnel-là, qui est assez sombre, finalement, c'est que les filles ont plus tendance à parler que les garçons. Et je pense qu'on le voit aussi plus tard à l'âge adulte. Peut-être même à dire la vérité à un sondage, le même secret, alors que les garçons, même à un sondage secret, ne diront pas qu'ils vont pas bien. Voilà. Mais et ça, il y a quand même cet aspect-là qui peut être vu comme étant positif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, puis là, je mets filles et garçons, et aussi autres identités de genre, je pense que c'est important de le dire, parce qu'il y a des chiffres très importants et inquiétants sur les idées noires au secondaire. Les filles en ont beaucoup plus que les garçons. Mais tous les jeunes qui ne se retrouvent ni dans un sexe ni dans l'autre, non-genrés ou en recherche d'identité de genre, ben, eux, c'est vraiment important de voir à quel point il faut des ressources pour eux. C'est plus de 50% qui ont des idées noires, des idées suicidaires. Un jeune qui est en train de se chercher une identité de genre, qui se dit « moi, j'ai envie de m'enlever la vie », au Québec, 1 jeune sur 2, c'est pas normal. Il faut leur trouver des façons de s'exprimer, de trouver leur place. Il y a encore beaucoup de tabous entourant aussi l'identité de genre. Je pense qu'on le dit de plus en plus, mais il faut respecter ça. C'est marginal, c'est pas la majorité des jeunes. Mais parmi ces jeunes-là qui vivent avec ces enjeux, il faut les aider parce qu'il y en a 1 sur 2 qui va vraiment, vraiment pas bien, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'état mental de nos jeunes quand on a ce genre de constat-là? Et de quelle façon le fait de ne pas être bien, disons, à 12 ans, là, prenons l'âge minimum de cette enquête, t'en as 18 000 qui, à 12 ans, disent « ouais, moi, ça va pas. » Il y en a 1 sur 2 là, qui va pas bien. Tu sais, ça fait 9 000 sur 18 000. Là. Ben, est-ce que ça se peut qu'il y ait un impact plus tard? Effectivement. Et là, je fais le lien avec ce que tu disais en ouverture. Il y a cette enquête-là dont on pourra voir les images, je pense que c'est ce soir que ça passe. Ce soir à JE, oui. À JE. Et là, tu apprends qu'il y a eu 70 cas d'agression d'enseignants par des élèves. Puis moi, ce qui m'a surpris là-dedans, moi, je l'ai pas vu. Toi, tu as eu des extraits. Moi, je les ai pas encore. J'ai vu des extraits de certains. Mais c'est parce que JE fait ça, puis le journal en parallèle, voilà. Ce que je comprends en fin de semaine, va documenter des chiffres à l'appui, des tableaux. Et j'entendais Félix Séguin qui racontait l'histoire, puis je disais des témoignages de profs, dont cette femme là, qui disait, moi, aujourd'hui, je suis plus capable d'enseigner. Là. Moi, je suis plus capable d'enseigner. Elle a été agressée 2 fois, mais dont une par une fille de 12 ans, justement.
de 6e année. Peux-tu croire? Mais la semaine passée, en Outaouais, il y a une enseignante qui est partie pour l'hôpital avec le visage tout ensanglanté. Je pense qu'elle enseignait au primaire, c'est au premier cycle du primaire. Je me demande si c'est pas en première année. Mais ça se peut. Il y a des cas, justement, comme ça, là, où c'est des jeunes, même dans 4 ans, ils démolissent la garderie, quasiment. Tu te dis, comment ça se fait? Et je pense que la société dans laquelle on vit, tu sais, on peut essayer de trouver. Moi, j'essaie toujours de trouver des solutions. C'est quoi? Comment ça se fait? Moi, je veux comprendre. Et je me dis, je pense que notre société est devenue anxiogène. Je pense que le monde n'a plus de corde. Le monde n'est plus. Écoute, hier, je reculais je sortais d'un centre. Je viens de faire mon épicerie, je sors, on voit rien, il fait noir, il y a de la pluie verglaçante qui tombe, je suis désengagée. Il y en a un qui arrive en trombe, tu comprends? Je lui dis, vous m'avez pas vu? Il se met à m'engueuler. T'as envie de dire, voyons, les gens, calmez-vous. Alors, tu sais, t'as ça, c'est une anecdote, mais je veux dire, tu comprends? Le monde mais c'est vrai de que les corde. gens, il y a des gens qui vivent à une coche. Ils vivent sur leur planète. Mais pas Tu juste ça, comprends? mais ils vivent à une coche d'une crise de nerfs. T'as l'impression à du fait. matin au soir, là, c'est Ils sont tout n'importe le quoi. temps à bout et sur le bord de péter leur coche. Mais pourquoi je te parle de ça? Ça pourrait avoir l'air anecdotique, mais non. Nous, comme adultes, je pense qu'on a une immense responsabilité. Comme parents, on en a, puis je pense que les parents, normalement, si t'es un parent sain d'esprit, cet aspect-là est quand même important, être sain d'esprit, tu dois être conscient que tu es un modèle pour ton enfant. Idéalement, tu vas être un bon modèle et non pas un modèle violent qui pète sa coche tout le temps, y compris quand tu es dans ton auto là, par rapport aux autres. Nos enfants sont des buvards. C'est pas moi qui le dis, c'est documenté. Nos enfants gobent tout de ce qu'on fait. De l'âge de... Tu sais, on dit tout se joue de 0 à 5, mais ça se joue, moi, je pense, beaucoup, jusqu'à plus tard que ça même. Je pense qu'on peut influencer nos enfants et encore à l'adolescence. Et quand tu as des modèles de parents qui pètent leur coche, qui engueulent leur prochain, qui appellent à l'école pour se plaindre du prof, on en parlait l'autre jour, tu sais, qui engueulent leur patron, qui gueulent, qui chialent surtout. Tu sais, parents chialeux, on est quand même assez chialeux ici. Là. Des fois, ça fait du bien, ça sort le méchant, mais des fois, on le fait trop. Et je pense qu'il faut regarder notre propre attitude. Et là, parce que j'aime bien documenter ce que je dis quand même, j'ai fouillé là-dessus. Et il se trouve que j'ai une de mes filles qui est à l'université, elle étudie en éducation et en psycho. Puis on regardait dernièrement des TED Talks là-dessus. Et on est tombé sur l'expérience de Bandura. Je ne sais pas si tu connais Albert Bandura, qui est un psychologue canadien, qui est vraiment un des tops, là, comme Skinner, comme Piaget ou comme Freud. Là, il est dans le top 4 des psychologues qui a marqué la psychologie. Et l'expérience, une des expériences les plus importantes de Bandura, c'est vraiment l'expérience qui a été faite avec un jouet, un clown, qui s'appelait Bobo. Okay. Je la connais pas. Et écoute, moi, je l'avais en tête, je l'avais éventuellement étudié, mais je m'en souvenais plus. C'est entre les années 61 et 63 que Albert Bandura a réalisé plusieurs expériences avec des enfants très jeunes. Et il les a mis dans une pièce fermée, un peu comme un studio ici à Cube. Il a mis Bobo, un clown, qui était une espèce de poupée gonflable en forme de clown. Et dans cette pièce, les enfants étaient d'abord à l'extérieur. Il y avait une vitre comme ça. Les enfants sont derrière la vitre, regardent un adulte, dans ce cas-ci, c'était une femme, qui vargeait allègrement sur le clown en plastique, tu comprends, avec ses poings, donnait des coups de poing, et même à un moment donné, je pense qu'il y a un bat de baseball ou un espèce de 2x4. Et pendant plusieurs minutes, les enfants regardent ça. On leur dit absolument rien, mais ils sont témoins de cette agression. Après ça, on les rentre dans la pièce. Après ça, on les rentre dans la pièce un à un, sans que chacun ne se voit pas. C'est chaque enfant vit l'expérience, a le clown en plastique, puis on lui dit, on le rentre dans la pièce, mais on lui dit pas quoi faire. On lui dit pas, va varger sur le clown. Là. Non, on lui dit absolument rien. L'enfant peut faire ce qu'il veut. Le premier réflexe de l'enfant, c'est de battre le clown en plastique, la poupée gonflable. Il s'en prend à la poupée gonflable. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'on met à la disposition des enfants d'autres outils et d'autres armes, tu comprends? Et ils sont drôlement bons, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils sont même plus violents encore que le modèle qu'ils ont eu sous les yeux. Moralité, c'est il y a de l'inné, il y a ce que tu apprends, il y a ce qui fait partie de toi, ton ADN, ton expérience familiale, mais il y a beaucoup de comportemental et il y a du social. Et tu es témoin de quelque chose, il y a des bonnes chances que tu tentes de le reproduises, recréer. même inconsciemment. Alors, tout ça pour te dire que quand on voit des élèves qui agressent des enseignants,
c'est peut-être parce qu'ils se font agresser eux-mêmes quelque part, peut-être dans leur famille. On le sait que les enfants au Québec... Ou encore... ou qu'ils le voient sur les réseaux sociaux, ou qu'il y a trop de violence dans la société. Toutes ces réponses sont bonnes, je pense. Hein? Ou qu'ils sentent aussi qu'ils sont leur... Moi, je pense qu'il y a de ça, qu'ils sont le roi, que si entre lui et l'enseignant, c'est lui le plus important. Puis que si la question est soumise à sa mère... Ouais. Sa mère va te dire, c'est toujours l'enfant a toujours raison, l'enseignant n'a jamais raison. Il y a sans doute de ça aussi. Fait qu'il vient que dans les hiérarchies, il se va au-dessus de l'enseignant. Et il y a aussi le fait qu'il faut quand même pas mettre ça de côté. Il y a aussi le fait qu'il y a des enfants qui ont des enjeux de comportement. Il y a des enfants qui ont des enjeux de santé mentale aussi. C'est de ça dont on tous parle. intégrés dans les mêmes groupes. Et moi, je pense, et ce sera pas populaire ce que je vais dire, puis je fais très attention parce que je pense qu'il y a effectivement des enfants qui peuvent être dans des classes régulière, mais il y a aussi des enfants qui ne peuvent pas suivre un parcours de classe dite régulière. Il faut qu'il y ait... À un moment donné, là, si le professeur ne peut pas donner sa matière et soit obligé sortir les élèves, parce qu'il y en a un, c'est ce que racontait, entre autres, le reportage de JE qu'on va voir, là. Mais il semble-t-il qu'il y en a un, là, on savait que cet enfant-là, il était tellement incontrôlable. À la maternelle, il a démoli sa classe, il a démoli le matériel, il a tout viré à l'envers les meubles, ils l'ont laissé faire. Parce que le protocole, c'est de sortir les autres enfants pour les protéger. Ouais. Mais rentrer puis pogner l'enfant par le bras et dire, regarde, terminus, c'est ici que ça s'éteint, t'as pas le droit de faire ça. Mais est-ce qu'on se pose la question, est-ce que cet enfant-là, puis c'est pas de le punir, c'est pas du tout, c'est trouver le meilleur parcours pour cet enfant qui a besoin d'avoir je pense, un protocole d'enseignement, d'éducation différent, puis à sa mesure. Mais moi, je pense que quelle que soit la condition de l'enfant, les difficultés particulières qu'il peut avoir, je pense que d'y définir les contours comme d'une patinoire, de dire ici c'est la bande, ici que ça commence, ici que c'est ton... Oui, mais Mario, il y en a qui entendent pas les consignes. Il y en a qui entendent pas les consignes. Écoute, tu as du TDAH, là, ça saute, il y a des cas... Non, je comprends qu'il y en a qui disjonctent, là, mais quand même. C'est difficile, tu sais, Et moi, je comprends que les professeurs... Mais il faut faire quelque chose, parce qu'il n'y aura plus de profs tout à l'heure. C'est ça qui va arriver. C'est déjà ce qui devrait se passer. Mais clairement. C'est déjà ce qui est en cours. Clairement. Isabelle, merci. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Bye-bye. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est